transition vers la 4e table ronde, parce que je pense qu'il faut qu'on enchaîne pour tenir l'agenda, puisque la dernière table ronde traite de l'adaptation aux mutations économiques et technologiques. Et effectivement, les changements dans les modèles économiques et de financement, c'est une exigence sans doute de plus en plus forte pour les organismes de formation. Donc, vont nous rejoindre Gilles Moreau, Aisling Elie, Nicolas Millet et Richard Navez. Alors, je proposerais qu'on prenne a priori l'ordre qui a été indiqué. Peut-être suggérerais que M. Navez intervienne avant M. Millet. J'expliquerai pourquoi après. J'espère que ce n'est pas qu'une cérémonie. On va commencer avec Gilles Moreau, donc professeur de sociologie à Poitiers, et qui donc va, je pense, peut-être discuter les termes même de définition de la table ronde, la manière dont elle a été pensée implicitement, en tout cas, au travers de son titre. Oui, merci Eric. Oui, alors quand on nous pose une question, comme c'est le cas pour une table ronde, adaptation des mutations aux mutations économiques et technologiques pour une adéquation de l'offre de formation à la demande, ce qui est intéressant, pour moi, ce n'est pas tellement de répondre à la question, c'est de questionner la question. Et sinon, ce que je propose de faire, et c'est vrai que ça peut être une introduction à la table ronde. En fait, la question que me pose cette question, c'est l'affirmation qu'il y a à la fin, qui est de dire « pour une adéquation de l'offre de formation à la demande ». Alors, il y a le mot « adéquation », sur lequel je vais beaucoup m'arrêter. Et puis, il y a surtout le « pour », qui pose un petit peu cette idée-là de l'adéquation entre l'offre et la demande, l'adéquation formation-emploi, comme on l'appelle parfois aussi. Ce « pour » qui pose cette direction comme étant inévitable, allant de soi, en quelque sorte de bon sens. Et vous savez que c'est le propre des sociologues, souvent, que de prendre le contre-pied de ce qui paraît de bon sens, de ce qui paraît comme une évidence, de ce que Bourdieu appelait les doxa, et c'est ce que je vais essayer un petit peu de faire en me centrant notamment sur ce mot adéquation. Alors l'idée d'adéquation entre l'offre de formation et les offres d'emploi, entre la formation et le marché du travail, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, ce n'est pas la première table ronde qui parle de ça, je vous rassure, il y en a eu d'autres avant. L'idée d'adéquation apparaît notamment dans la planification, dans les processus de planification dans les années 60-70. On la retrouvera notamment autour du CEREQ, le Centre d'études de recherche sur l'emploi et les qualifications, à partir des années 70. Alors, et pourtant, dès 1983, très exactement, les sociologues réagissent à cette question de l'adéquation formation, notamment, je pense à des travaux de Lucie Tanguy, qui publie en 1983 un livre intitulé « L'introuvable relation formation-emploi ». Alors, bon, on ne lit pas beaucoup les sociologues, donc la question a continué à survivre. Mais ce que Lucie Tanguy montrait bien, c'était que cette idée d'adéquation était née dans un contexte très singulier, caractérisé notamment par la montée du chômage des jeunes à partir des années 70, c'est là qu'on va rentrer dans une phase de chômage récurrent juvénile, par un discours de disqualification progressive de l'apprentissage en école, de l'apprentissage scolarisé, du lycée professionnel. C'est là que commencent à naître les discours sur les LEP, usines à chômeurs, sur les machines obsolètes dans les ateliers des LEP, sur les profs qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, etc. Et corrélativement, la montée progressive de l'idée qu'on présente alors comme nouvelle, alors qu'elle est ancienne, de l'entreprise formatrice. Alors ce que je veux dire par rapport à cette idée d'adéquation qui apparaît dans le débat dans ces années 70 et qui continuera d'exister après, c'est que pourtant il existe, depuis 1947, au sein du ministère de l'Éducation nationale, des structures qui sont déjà censées réguler les relations entre l'offre de formation et les demandes des entreprises. Ces structures, ce sont les CPC, les commissions professionnelles consultatives créées en 1947 et qui existent toujours, où les entreprises et les branches sont représentées,
et qui sont chargés de créer, modifier, supprimer les diplômes professionnels, discuter des contenus pour construire les référentiels, enlever tel ou tel savoir, en ajouter tel autre savoir, pour tous les diplômes du CAP au BTS. Alors si, par rapport à ces CPC qui existent depuis 1947, on a toujours le débat sur l'adéquation, moi j'en fais deux hypothèses. Soit les CPC ne jouent pas leur rôle, et c'est une hypothèse qui est tenable. Première dimension, les représentants des branches et des entreprises qui sont en CCPC sont un peu trop loin de leur base. Deuxième dimension, le ministère de l'Éducation nationale n'écoute pas trop ce que disent les CPC, qui sont consultatives. Et c'est vrai que si on prend l'exemple de la création du bac pro en 3 ans par Darcos, il a annoncé publiquement la mesure avant de consulter la moindre CPC, alors que légalement, depuis la loi de modernisation sociale de 2002, il devait le faire. Bon. Donc, c'est une hypothèse, les CPC ne jouent pas leur rôle, qui tient. L'autre hypothèse que je voudrais creuser un peu, c'est que cette question qu'on pose aux CPC, notamment sur l'adéquation, elle n'est peut-être pas tout à fait heureuse. Alors, pourquoi je me permets de dire ça? Je pense que la question de l'adéquation formation-emploi est relie deux termes, la formation et l'emploi et le travail, qui sont un peu de registres différents. La formation relève de l'éducation. Alors, on parle de moins en moins d'éducation, de plus en plus de formation, mais il ne faut pas oublier que ça relève de ça historiquement. Et bien évidemment, l'emploi relève du marché du travail et des entreprises. Or, parler d'adéquation formation-emploi, c'est limiter, me semble-t-il, le sens de ce que c'est qu'une formation. Et c'est sur ce point-là que je voudrais développer un petit peu. Une formation délivre un diplôme ou un certificat. C'est une de ses premières activités. Alors, c'est quoi un diplôme? C'est une croyance collective d'abord, parce que sur le fond, c'est un petit bout de papier, mais pour le reste, on n'y croit pas. Donc, c'est une croyance collective. C'est une attestation qui a une valeur prédictive. Le papier prévoit que la personne est apte à. Ça veut pas dire qu'elle est capable, elle est apte à, c'est différent. Et surtout, c'est une attestation qui, du point de vue, en tous les cas sociologique, a une triple valeur. Un diplôme, donc le produit d'une formation, une formation distribue des diplômes. Un diplôme a une valeur d'échange, mais on l'oublie aussi souvent, également une valeur d'usage et une valeur symbolique. Valeur d'échange, je ne développe pas, vous l'avez compris, c'est effectivement en quoi ce diplôme nous permet de trouver une place sur le marché du travail, et quelle place, et éventuellement quel salaire. Encore que la place des diplômes dans les conventions collectives tend à s'écrouler, donc ce dernier point est moins net. Deuxième valeur qu'on oublie souvent, valeur d'usage. Un diplôme, c'est des savoirs, des savoir-faire, qu'on peut utiliser, et qu'on peut utiliser pour soi, dans sa vie de tous les jours, pour gérer sa vie personnelle, pour bricoler dans sa maison, mais aussi dans les engagements citoyens, associatifs, syndicaux qu'on peut avoir, où on va mobiliser ce savoir. Donc valeur d'usage. Alors ce valeur d'usage, c'est pour soi. Parfois, les entreprises l'utilisent aussi, ce savoir d'usage, en embauchant quelqu'un qui a un diplôme supérieur à ce qu'il faut pour le poste, la logique de déclassement. Là, on utilise du savoir qu'on ne rémunère pas nécessairement. Troisième dimension, la valeur symbolique. Et moi, je voudrais insister là-dessus, surtout que je connais un petit peu le public qu'accueille le SEPR. Qu'est-ce que ça fait à soi-même d'avoir un diplôme? Qu'est-ce que ça fait pour l'identité de soi d'avoir un diplôme, surtout quand la scolarité n'a pas toujours été nécessairement facile? Et je crois que cette dimension du diplôme, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si vous avez lu le très beau petit livre, roman, documentaire, je ne sais pas comment l'appeler, de Florence Aubenas sur Quai de Ouistreham, cette espèce d'enquête christique dans le monde des femmes de ménage. Et vers la fin du bouquin, on découvre qu'une des femmes de ménage, alors qu'on a déjà des emplois du temps très compliqués, plusieurs employeurs, etc., en plus, pour une des collègues de Florence Aubenas, c'est encore plus compliqué, parce qu'en plus, elle fait un CAP hygiène et propreté par VAE. Et quelques pages après, on apprend qu'elle a ce CAP, elle est très contente, elle est réjouie, etc. Ça ne change strictement rien à ses conditions de travail et ses conditions de salaire. Mais elle est heureuse. Et cette dimension symbolique, elle est importante. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je crois qu'il y a un risque en posant les questions d'adéquation-formation, il y a un risque de réduire le but de la formation, le diplôme, et la formation de façon générale, simplement à sa valeur d'échange en oubliant les autres valeurs. Alors c'est ce qu'avait fait de façon réjouissante pour le sociologue, l'ancien président Sarkozy en 2002, lorsqu'il était venu à Poitiers souhaiter ses vœux au monde éducatif. Alors Poitiers, c'est d'où je viens, c'est pour ça que je le sais. Et il avait eu cette formule, un diplôme qui ne permet pas de trouver du travail ne mérite pas le nom de diplôme. C'est vraiment une vision où on réduit le diplôme à sa dimension valeur d'échange. C'est oublié, et je vais terminer là-dessus parce que je crois que j'ai déjà trop long, c'est oublié, me semble-t-il, tout le projet humaniste
qui a été porté par la formation professionnelle de façon générale, et en particulier sans doute par les Saint-Simoniens, mais également par la direction de l'enseignement technique, Hippolyte Luc, Edmond Labbé, etc., dont la finalité, qui définissait l'éducation professionnelle, visant à former, je cite la direction de l'enseignement technique, l'homme, alors avec un grand H, je n'ai pas oublié l'atelier qu'on a eu ce matin, l'homme, le travailleur et le citoyen. Alors bien sûr, je ne ferai pas l'outrage à la SEPR en intitulant sa table ronde de faire croire qu'elle a oublié son héritage saint-simonien et qu'elle aurait en quelque sorte renoncé au projet d'émancipation sociale que porte, à mon sens, la formation professionnelle. Voilà, j'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé. Je passe la parole à Schlingelli, qui va peut-être être au niveau régional. Là, on était surtout au niveau national. Bien, merci de me passer la parole. Je vais me concentrer, moi, ça va faire une bonne transition avec la présentation précédente, sur l'observation de la formation et de l'emploi dans un contexte de décentralisation, pour souligner d'abord dans un premier lieu que les questions qui nous sont posées dans le titre même de cette table ronde, donc l'adéquation aux mutations économiques et technologiques, et plus précisément l'adéquation, sous-entendu un petit peu quand même la bonne adéquation de l'offre de formation à la demande, ici implicitement peut-être plutôt entendue comme la demande des acteurs économiques, ne sont pas des questions nouvelles pour les acteurs de la formation professionnelle. Pour y répondre, ceux-ci s'appuient traditionnellement sur des éléments de connaissance de la formation, ici professionnelle avant tout bien sûr, et de l'emploi et de l'évolution, liés ou non, alliés ou non, ça a été l'objet de la première présentation, de ces deux domaines. Ces éléments de connaissance sont fondés sur des données avant tout chiffrées qui concernent par exemple le nombre de places de formation offertes par un secteur et le plus souvent mis au regard du nombre d'emplois offerts dans ces mêmes secteurs. Ces éléments de connaissance, ils sont absolument centraux puisqu'ils sont un instrument d'aide à la décision et de pilotage, d'orientation des stratégies et actions développées en matière de formation professionnelle. Plus concrètement, ils permettent d'établir des diagnostics, de partager ensuite ces diagnostics entre des acteurs concernés de plus en plus nombreux, et puis de définir sur cette base des plans d'action. Il se trouve qu'en France, depuis 1982, la décentralisation de la formation professionnelle s'est accompagnée de transformation des modes de production, puis de mobilisation dans l'action publique de ces données et de ces éléments de connaissance. Et Éric Verdier et moi-même avons tenté d'analyser ces transformations dans une perspective socio-historique basée sur une comparaison entre deux régions, PACA et Rhône-Alpes, dont je voudrais ici présenter quelques résultats. Cette comparaison, elle souligne une évolution profonde de l'activité de deux observatoires, de l'emploi et de la formation de ces deux régions. Dès le milieu des années 1980, en effet, certaines régions sont dotées d'outils d'observation de la relation formation-emploi. Parallèlement, en 1987, le gouvernement a entrepris de relancer la prospective formation-emploi à différents niveaux, notamment le niveau régional, et après a produit une circulaire en 1988 qui incitait très fortement à la mise en place de ces observatoires régionaux de l'emploi et de la formation, en leur assignant un objectif commun, élaborer des outils de diagnostic et de prospective partagés par les acteurs régionaux, mais en laissant le soin à ces acteurs régionaux de définir la forme institutionnelle de ces observatoires et puis de choisir le type d'information produite. Dans les deux régions étudiées, il se trouve que ce contexte, cette impulsion du coup étatique a débouché sur des initiatives bien distinctes. En PACA, ça a donné lieu à la mise en place d'une structure installée au Conseil régional, et puis en Rhône-Alpes, ça a donné lieu à la mise en place d'une association. Ici, je voudrais revenir rapidement sur l'évolution du contenu des outils que ces OREF ont élaborés depuis la fin des années 80. Dans les deux régions, on observe à quelque chose près une périodisation assez proche, et du coup, ça permet de distinguer trois périodes. La première période est celle qu'on peut appeler celle de la fondation ou de l'empreinte des origines. Elle s'écoule de 1988 au milieu des années 90. Dans les deux régions, les OREF doivent interagir avec l'État et les régions, mais dans des contextes différents. C'est ce qu'on va voir rapidement. Et techniquement, malgré tout, elles choisissent toutes deux une entrée par les secteurs d'activité pour analyser cette relation emploi-formation. Alors, qu'est-ce qui se passe en PACA ? En PACA, on a une situation
assez particulière, puisque l'OREF PACA décide de travailler avant tout ces liens, de développer des liens privilégiés avec certains secteurs, de s'appuyer pour cela sur l'union patronale régionale, pour connaître les décisions des employeurs en matière d'embauche. Donc on a une vision très particulière et voire restrictive de la relation emploi-formation à cette époque-là. On est finalement plus sur un observatoire des métiers. D'ailleurs, l'OREF est rebaptisé Observatoire régional des métiers, plus que de l'emploi, avec une promotion de l'apprentissage via les CAP plutôt que par les bacs pro, et puis une formation finalement qui est focalisée sur l'acquisition de compétences dans une logique artisanale. Concrètement, à ce moment-là, cet observatoire, il produit avant tout des enquêtes directes auprès des petites entreprises et des très petites entreprises pour connaître leurs moyens à court et à moyen terme et pour concevoir une offre de formation courte qui s'ajuste au mieux à ses besoins. On est dans un contexte politique particulier avec une majorité de droite alliée au FN et avec une forte pression des logiques clientélistes avec des élus qui souhaitent se montrer à l'écoute des chefs d'entreprise. En Rhône-Alpes, la situation est tout autre. L'OREF Rhône-Alpes fait le choix de mettre l'accent sur les correspondances emploi-formation, mais cette fois-ci en termes de famille professionnelle, en soulignant les spécificités des formations et des emplois en fonction de ces familles professionnelles. C'est une manière de lier emploi et formation qui est reconnue par les milieux économiques, mais aussi par les acteurs nationaux, notamment l'INSEE, mais aussi le CEREC dont il a été question, la NPE, etc. Finalement, on a un OREF qui entend fournir la même qualité d'expertise que le grand planificateur qui était l'État et l'INSEE précédemment, et qui produit des bilans un peu à l'image de ce que faisait le commissariat du plan et l'INSEE précédemment. C'est possible du fait des caractéristiques du premier directeur de cette structure, mais aussi de la situation économique de Rhône-Alpes qui est relativement proche de la situation nationale de l'époque et qui permet assez facilement d'adapter les outils de la planification nationale à la situation régionale, et puis aussi l'existence de banques de données qui n'existaient pas en PACA. On est dans un contexte politique qui est différent, avec un tripartisme régional, si je puis dire, au sens où il y a des relations importantes et fréquentes entre l'État représenté au niveau local, les syndicats de travailleurs et les employeurs, et un dialogue social assez développé. Donc dans les deux régions, une entrée sectorielle, mais avec des exceptions et des usages bien différents. Et finalement, une situation en PACA qui va poser des problèmes et qui va contraindre l'OREF de PACA à converger dans une deuxième période vers ce qui est proposé en Rhône-Alpes. Dans cette deuxième période, donc du milieu des années 90 au milieu des années 2000, on a une situation un peu différente. Il y a un élément qui vient profondément changer la donne, c'est que les régions se dotent d'instruments pour opérer un certain nombre de planifications. Parmi ces instruments, on peut retenir notamment en 1993 la mise en place des plans régionaux de la formation professionnelle des jeunes, PRDF-PJ, et puis qui deviennent PRDF tout court en 2002 puisqu'ils intègrent la formation des adultes. Ce sont des outils de concertation, de négociation qui sont animés par les régions, qui vont du coup impliquer des nouvelles règles du jeu et de nouvelles interactions entre les acteurs. On a un autre instrument qui est important, qui existe en fait depuis 1987, qui sont les contrats d'objectifs territoriaux, qui ont été mis en place pour essayer de rendre cohérente une action dans le domaine de la formation qui était très fragmentée, avec des actions en matière de formation professionnelle scolaire, d'apprentissage, d'alternance, de stage des demandeurs d'emploi, etc. À partir de 1993, eh bien, ces contrats d'objectifs territoriaux vont servir de base à la mise en place des PRDF. Et cela va très fortement valoriser les missions des OREF, de ces observatoires qui produisent des données sur la formation et l'emploi. Pourquoi est-ce que cela valorise leur mission? D'abord parce que les syndicats de travailleurs et les organisations patronales sont relativement faibles au niveau régional, et donc il faut absolument trouver une institution, un lieu pour mettre à disposition un savoir partagé pour les acteurs régionaux. Et puis excusez-moi, aussi parce que dans leurs règles de fonctionnement même, ces OREF eh bien, reflètent et anticipent une régulation conjointe entre pouvoirs publics et partenaires sociaux en matière de formation et d'emploi, une régulation conjointe que l'on retrouve dans les instruments d'action régionaux. Donc des OREF qui sont poussés un petit peu sur le devant de la scène, qui vont
néanmoins, là encore, pendant cette période, fonctionner, se développer dans des contextes institutionnels différents. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais simplement, je pourrais insister sur le fait que pendant cette période-là, en termes de relations emploi-formation, ils vont essayer de développer non plus une logique d'adéquation, mais bien essayer d'entrer à la fois par les secteurs, les territoires et progressivement une logique plus individuelle, ce qui m'amène à la troisième et dernière période, qui est une période dans laquelle ces observatoires développent une perspective commune qui se caractérise de deux manières. Premièrement, ces observatoires vont essayer désormais de lier l'emploi et la formation de manière, encore une fois, non adéquationniste, plus pragmatique et avec une logique de parcours, notamment du fait du développement des logiques de formation tout au long de la vie. Et puis, des observatoires qui vont essayer d'accompagner les acteurs de ces deux domaines en devenant eux-mêmes finalement des acteurs de la formation professionnelle et non plus des observateurs. Une phrase de conclusion ? Voilà, simplement pour monter peut-être un tout petit peu en généralité, le rôle du chiffre et de ceux qui les produisent ou les articulent est peut-être moins visible aujourd'hui que dans les années 50, 60, 70, où on avait un acteur central qui était l'INSEE, qui était national, unique et qui s'appuyait sur un corps des ingénieurs de l'INSEE très prestigieux. Mais le rôle du chiffre demeure néanmoins central et évidemment toutes les questions qui l'accompagnent, quels chiffres sont mobilisés, comment est-ce qu'ils sont produits, quelle représentation implicite de cette relation emploi-formation est-ce qu'ils véhiculent, et puis surtout avec quel accompagnement, puisque ces observatoires ne se contentent pas de produire des chiffres, mais accompagnent aussi les décideurs et ceux qui mettent en place des formations et une série d'actions dans ces domaines. Merci. Sans plus attendre, je vais passer la parole non pas à M. Millet, mais à M. Navez. Alors j'explique tout de suite pourquoi. C'est que M. Navez va nous parler des industries graphiques, c'est de la communication graphique. Et donc c'est lié à, si j'ai bien compris, à des métiers depuis plus longtemps présents à la SEPR, alors que M. Millet va carrément nous emmener vers ce qui émerge, les plateformes liées au web, et donc il me semblait que c'était plus logique de fonctionner comme cela. Mais on va voir à l'usage, c'est peut-être une erreur. Merci. Oui, effectivement, on est là pour célébrer les 150 ans de la SEPR, mais c'est vrai que l'imprimerie, le secteur des industries graphiques, c'est aussi une vieille dame, puisqu'elle toute seule, face au secteur, comme vous le savez, trouve son processus de répétition d'une communication avec le développement de la typographie, avec l'ami Gutenberg. L'ami Gutenberg, ça nous renvoie 600 ans en arrière, et c'est vrai que c'est un peu tout le fruit de ce passé, de cette histoire, de cette transmission, et effectivement de la connaissance et du savoir, qui nous réunit aussi bien entre la SEPR et la profession des industries graphiques. Le secteur des industries graphiques est un secteur qui traditionnellement s'organise autour de trois métiers: le métier de la conception d'un message, celui de sa reproduction et puis celui de sa mise en forme, de sa production finale. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi très bien positionner ce métier sur l'avenir et les nouveaux supports de communication qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc je mangerai un petit peu le propos qui suivra de M. Millet concernant les nouveaux supports de communication. Puisque c'est vrai que ce secteur historique, qui est le secteur des industries graphiques, met en œuvre en fait une communication et sa déclinaison, quel que soit le support, quel que soit le média. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une véritable révolution pour les industriels de ce secteur d'être capable à la fois de mettre en œuvre un outil industriel de production, une production de masse, une production de communication, qui trouve ses traductions bien sûr sur les plaquettes, nos documents commerciaux, le livre, les magazines que nous avons au quotidien, mais aussi des applications sur les emballages, des applications sur les étiquettes, et qui doivent intégrer effectivement toute une série de règles, de protocoles et de normes, s'agissant par exemple de garantir la traçabilité d'un aliment, la sécurité des emballages qui nous sont confiés, ou même tout simplement étiqueter les produits qui sont utilisés dans les secteurs industriels, dans la chimie, au travers d'étiquettes intelligentes et qui mettent en œuvre, en plus d'un support imprimé, beaucoup d'éléments de communication, de technologies embarquées, et qui font que ce secteur historique, traditionnel, aujourd'hui est à la tête d'une remise en cause profonde entre
la mise en œuvre d'un outil industriel, mais aussi, bien sûr, l'intégration de ces nouveaux modes de communication. Car en définitive, ces professions mettent en œuvre l'information, organisent l'information, gèrent l'information, et pourtant personne ne le sait. Personne ne le sait ou presque, et l'image que le grand public peut avoir du secteur de l'imprimerie est en fait un secteur poussiéreux, pas très intéressant, qui plus est industriel. Inutile de dire que c'est beaucoup de handicap pour intéresser les jeunes, en l'occurrence, ou les moins jeunes, à s'y intégrer. C'est vrai que c'est un vrai défi que nous avons à relever, et que nous devons relever, bien sûr, avec une politique nationale qu'on décline, mais aussi avec des outils qui, localement, sont capables de mettre en œuvre cette politique et justement de faire le lien entre des jeunes qui veulent apprendre un métier, des moins jeunes qui veulent éventuellement se former à ceci, et puis une réalité d'entreprises qui ont besoin de s'entourer de compétences, qui savent mettre en œuvre à la fois les techniques du métier, mais aussi les techniques de nos cousins, de nos clients, ou que ceux-ci nous confient, que ces clients nous confient. Donc c'est un vrai challenge que nous avons à relever au niveau national d'une profession, c'est-à-dire comment on doit accompagner un secteur industriel pour se réinventer, pour s'approprier ou reconquérir des marchés que d'autres secteurs sont venus gentiment leur piquer parce qu'ils ne sont pas empreints de ce poids d'histoire et de cette culture industrielle. Et comment, effectivement, nous sommes capables de faire évoluer les entreprises en les faisant travailler ensemble dans un premier temps, en leur faisant toucher du doigt des marchés qu'elles n'imaginaient pas pouvoir s'emparer, et puis mettre en œuvre bien voilà, tous les services que ces clients, ces nouveaux univers professionnels peuvent avoir en faisant appel au secteur des industries graphiques. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai challenge d'aider les industriels à avoir une vista sur leur devenir, sur les segments qui sont porteurs et qui se développent. Et alors, deuxième grand challenge, bien évidemment, c'est imaginer celle des compétences qu'il va falloir mobiliser. Et là, le niveau d'anticipation et de vision de l'entrepreneur, même si je représente le syndicat des patrons, est proche de zéro parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué d'imaginer ce que va être demain mon entreprise, d'une part, et d'autre part, imaginer les compétences que je vais pouvoir mobiliser. D'où l'aide que la profession met en œuvre d'accompagnement d'une démarche en direction des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés, c'est-à-dire, ou des jeunes, bien sûr, des futurs salariés de ces entreprises, pour que ceux-ci soient acteurs véritablement de leur devenir professionnel et connaissance des évolutions du secteur, du champ des possibles. Imaginez que ce qui sera les applications de l'imprimerie demain. Et je sais qu'il y a des choses intéressantes sur l'impression 3D, sur, je le disais, les nouveaux outils de communication embarqués, et qu'il faut absolument que à la fois les jeunes et les industriels puissent véritablement intégrer et construire dans un plan de développement des compétences, un plan de développement des entreprises. Et ça, c'est une véritable stratégie qu'on essaie de mener, nous, au niveau national, dans les bassins d'emploi, parce que c'est là qu'est le meilleur niveau d'intervention possible, c'est-à-dire comment on arrive à fédérer toutes ces initiatives, toutes ces richesses d'entreprises, de petites entreprises ou de grandes entreprises, et les compétences qui vont avec en aidant à leur développement. Pour ce faire, la profession développe des outils d'aide sur le terrain, des outils d'évaluation ou d'auto-évaluation des connaissances et des compétences. Ça, c'est un mot très compliqué à expliquer et à intégrer dans les réflexions des individus, mais c'est vrai, c'est comment on est acteur de son devenir professionnel au travers des informations qui sont diffusées par les observatoires, par les études que mène la profession, et puis aussi par les relais que sont les établissements de formation en région. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps parce que, je dirais, entre l'évolution des marchés, des besoins de nouveaux supports de communication, de nouveaux modes de communication, et puis concrètement la construction des référentiels ou des diplômes qui vont bien pour préparer les professionnels de demain, il y a un temps énorme qui s'installe. Tout à l'heure, vous citiez l'exemple des CPC. Oui, les CPC, ça fonctionne lentement, n'est-ce pas ? Je suis président de la CPC parce qu'il y a l'alternance qui tourne tous les 3 ans. Sachez, si vous ne le saviez pas déjà, qu'entre le moment où on décide de la révision d'un diplôme et puis concrètement sa mise en œuvre sur le terrain avec la première promotion qui va sortir, c'est minimum 7 à 8 ans qui vont se passer. Inutile de dire qu'entre 7 et 8 ans, l'étude des besoins, l'écriture du référentiel, la validation par toutes les instances et la mise en œuvre concrètement dans les établissements et les premiers fruits, les premiers élèves qui vont sortir,
le temps de réaction est énorme et bien évidemment la réalité sur le terrain a changé dans les entreprises. Donc c'est dire qu'en permanence il faut s'enrichir des études, des veilles, des salons, etc. pour imaginer ce qui sera les besoins de nos entreprises demain et donc les besoins de compétences de demain. Et ça c'est dire que c'est extrêmement compliqué, d'où l'intérêt de travailler avec d'autres professions pour s'enrichir des expertises des uns et des autres. Nous travaillons bien sûr au rapprochement d'une grande filière du secteur des industries graphiques, de nos cousins, de l'emballage, du cartonnage, de la signalétique, de la communication visuelle, pour effectivement avoir un spectre beaucoup plus large d'intervention qui est un peu la somme de l'ensemble des besoins et de l'évolution de nos métiers aujourd'hui. Pour ce faire, oui, on a une politique de branche, on a des outils pour financer celle-ci, on a des relais avec des animateurs en région qui sont là pour travailler, on a développé des réseaux avec nos CFA, avec nos établissements de formation pour justement mettre en œuvre toute cette politique emploi-formation et puis s'enrichir justement des contributions des uns des autres. La SEPR n'est pas le dernier établissement à y participer, même si effectivement c'est difficile d'arriver jusqu'au bout du bout, puisque un secteur industriel en pleine mutation, qui met en œuvre des outils extrêmement élaborés et complexes, de plus en plus techniques, ça a un coût. Ce coût, il est très difficile d'avoir des plateaux techniques dignes de ce nom dans les établissements. Et c'est vrai que, là encore, une politique nationale vise à choisir les axes de développement, construire effectivement ou capitaliser sur des outils de formation en région qui ont une offre la plus complète, formation initiale, apprentissage, formation continue, et qui permettent de mettre en œuvre toute notre panoplie de diplômes, éducation nationale, mais aussi nos certificats de qualification professionnelle. Et c'est là où les branches professionnelles ont aussi un rôle très important à jouer, c'est écrire peut-être de façon un peu plus rapide que pourra le faire l'éducation nationale, les référentiels des compétences très précises sur des métiers qui sont les nôtres, des métiers d'avenir, et bien évidemment, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de jouer la complémentarité entre l'approche du diplôme et celle des certifications professionnelles qui viennent enrichir et offrir aussi une complémentarité à ces formations. Donc c'est vrai que pour les jeunes qui atteignent nos métiers, une fois qu'on est arrivé à les intéresser, qu'on est arrivé à leur faire redécouvrir le sens de l'imprimerie, de la communication, on a tout à leur offrir, n'est-ce pas? Un cursus de formation du bac professionnel jusqu'au diplôme d'ingénieur, c'est possible, certains y arrivent, et avec grand succès. Et puis surtout des qualifications professionnelles qui viennent vraiment apporter toute cette variable d'ajustement dont on a besoin pour offrir ou préparer des bons professionnels, des jeunes et des moins jeunes, puisque je le disais tout à l'heure, on essaye d'impliquer de plus en plus les salariés dans la prise de conscience qu'ils sont acteurs de leur devenir professionnel, et en ça, leur proposer, au travers de modules de formation qui aboutissent à des certificats de qualification professionnelle, de quoi suivre les évolutions dans nos entreprises. Donc voilà ce que je pourrais dire à très grands traits sur la politique qu'une profession essaye de mettre en œuvre pour suivre à la fois les besoins du marché et anticiper les besoins de compétences qui vont pouvoir accompagner l'évolution de ces marchés. Pour nous, c'est une réflexion permanente. Petite profession, puisque je ne l'ai pas dit, mais après tout, ça mérite d'être souligné. Le secteur des industries graphiques, c'est bon an, mal an, 5000 entreprises. France entière, donc c'est pas grand-chose. C'est 50 000 salariés, donc là encore, c'est pas grand-chose. Mais néanmoins, une histoire, je pense, une habitude d'être extrêmement impliqué dans la vie sur le terrain des outils de formation. Par conséquent, un outil comme la SEPR, pour nous, est tout à fait intéressant au niveau de Rhône-Alpes, mais aussi au travers des expériences qui peuvent être mises en œuvre et proposées aux autres établissements. Beaucoup. Merci. On va continuer une trajectoire vers l'avenir avec Monsieur Millet, Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'aurais pu effectivement, à la demande de la SEPR, centrer mon intervention sur ces entreprises, comme par exemple celles qui actuellement, à Lyon, à Villeurbanne, réalisent les freins de l'A 380. Et effectivement, la fierté d'un certain nombre de salariés, dont des jeunes, à fabriquer ces freins. J'aurais pu également vous parler des cloches qui abritent les transformateurs électriques des hydroliennes que EDF a posées au large de Paimpol et qui ont été aussi fabriquées par des chaudronniers et notamment des jeunes de notre territoire. Mais parce que ce sujet-là renvoie évidemment à la nature même de l'attractivité des métiers
et du fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie, et nous avons encore une base industrielle tout à fait intéressante sur notre territoire, eh bien, tout à l'heure, quelques instants, M. Navez expliquait très justement comment redécouvrir le sens des métiers. C'est vrai que sur ces métiers-là, alors qu'ils recrutent, alors qu'un chaudronnier, au bout de 4 à 5 ans d'existence, d'activité, peut facilement être à peu près à hauteur de 3 200 € net par mois, ces métiers-là, pourtant, n'attirent pas suffisamment. Et qu'il faut effectivement redécouvrir le sens des métiers. Et ce qui m'a frappé au cours des 18-24 mois qui viennent de s'écouler, c'est les salariés, c'est les stagiaires que j'ai vus dans d'autres univers de travail, où là, la question de la redécouverte du sens n'est pas posée. Il y a une attractivité naturelle par la fameuse digital natives qui effectivement fait que dans ces espaces-là, il y a une attention, une attraction particulière des jeunes parce qu'ils sont dans leur quotidien déjà confrontés à cette ambiance, à cette situation. Et donc je vous présente là sur cette diapositive, dans les 18, c'est tout à fait récent, ce qui apparaît aujourd'hui, ce sont ces plateformes numériques qui transforment, me semble-t-il, complètement à la fois l'espace de travail et puis les compétences qu'on peut y trouver, l'attractivité qu'elles peuvent, qu'elles peuvent provoquer, et même, évidemment, ça me semble tout à fait intéressant, le système de pilotage, le système de management que ces plateformes font apparaître, et les valeurs qu'elles sous-tendent. Et quand on voit effectivement, puisque c'est un des sujets, les jeunes qui y travaillent, il y a vraiment pour eux un sens naturel du métier. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vraiment, ils vont naturellement vers ce type de pratique, ce qu'ils doivent, comme ça a été dit encore une fois, redécouvrir dans des métiers plus traditionnels, ô combien nécessaires, ô combien intéressants et ô combien, permettant d'accomplir ses qualités personnelles et professionnelles. Et donc, vous voyez apparaître là des espaces de travail collaboratifs. Alors, excusez les anglicismes, mais c'est sous ces formes-là qu'ils sont présentés. L'Accordé à Pardieu, avec une série d'entreprises, de jeunes créateurs et de jeunes salariés. Le Club Melchior à Charly, qui monte également un espace de travail collaboratif, et puis également à Mézieux. Le bartering, peut-être moins connu par les acteurs qui se trouvent dans la salle, c'est en fait un système de bourse où on a, admettons, un entrepôt. Cet entrepôt est disponible pendant 15 jours. Eh bien, on va prêter à une entreprise qui le souhaite ces 15 jours d'entrepôt et on a non pas de l'argent, mais des barters qui sont des équivalents de temps qu'il va être ensuite nécessaire de restituer dans un autre type de prestation. C'est un jeune qui a monté ce système qui évidemment existe depuis un certain temps dans d'autres territoires. Les plateformes de financement participatif, vous avez peut-être vu ce matin ou hier dans Le Progrès une plateforme parisienne qui vient de financer une jeune entreprise qui s'appelle WIS pour retrouver tous les objets du quotidien, une entreprise lyonnaise, donc que nous aidons évidemment à implanter sur notre territoire parce que nous pensons que le financement participatif est un dispositif extrêmement intéressant et très rapide pour monter des entreprises ou pour permettre qu'elles croissent. Nous avons une plateforme qui s'appelle Actiona qui est positionnée sur un segment très particulier et puis nous faisons en sorte qu'une implantation de la plus ancienne des plateformes, la plus ancienne, on pourrait dire du monde, qui a été implantée à Toulouse il y a de ça quelques années, vienne effectivement à Lyon dans cet objectif-là. Et puis ça peut intéresser et interroger la SEPR, chère Véronique, effectivement tous ces dispositifs de formation en ligne qui apparaissent, que ce soit à l'école de commerce de Lyon, le M Lyon, ou que ce soit à l'ENS ou ailleurs. Aujourd'hui, quand on voit la proportion de ces enseignements en ligne en langue anglaise et en langue française, on est un tout petit peu impressionné. Et puis il y a d'autres plateformes tout aussi dynamiques, tout aussi jeunes, tout aussi attractives par rapport à ce public qui recherche un peu sa voie, qui sont par exemple la cuisine du web, qui regroupe, excusez du peu, à peu près 450 entreprises aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur-là sur notre territoire. Alors je vais passer, puisqu'on a peu de temps, rapidement à la diapositive numéro 10, car ces plateformes font apparaître
des compétences nouvelles. Vous le voyez, donc une forte autonomie, une capacité d'initiative. Évidemment, la maîtrise du numérique et des outils web, un emploi totalement usuel de l'anglais, totalement usuel, j'y insiste, une hybridation très forte des compétences et des expériences, qui est liée à la densité, à la variété des relations, à la qualité des relations de travail. Souvent, parfois, dans l'enseignement, dans la formation professionnelle, c'est d'abord le savoir-être qui va petit à petit modeler le métier, et donc, quelque part, le savoir-être. Là, on est vraiment dans des dispositions où le savoir-être va fortement impliquer les suites par rapport aux acquisitions du savoir-faire. Et puis, c'est aussi la capacité d'aller assez vite de l'idée, de la maîtrise, on va dire, d'un certain nombre de concepts ou d'abstractions, ce qui n'est pas évident comme processus d'apprentissage, chacun le sait, à des aspects extrêmement concrets, extrêmement opérationnels, les mains dans le moteur. Ce passage n'est pas forcément évident et nécessite sans doute des dispositifs de formation adaptés. Enfin, et j'aurai terminé, avec la diapositive numéro 11, le pilotage, qui pose la question évidemment, comment pilote-t-on ces dispositifs nouveaux, ces plateformes qui, encore une fois, bousculent la manière avec laquelle s'incarne finalement l'activité économique. C'est effectivement, d'abord, elles apparaissent très clairement, des valeurs éthiques et de libre adhésion. Je cite l'Accordé, donc cette plateforme de travail collaboratif de Pardieu. On est dans le local, dans la confiance, dans la solidarité, dans l'écologie, dans l'ambition, dans le participatif. C'est de plus en plus un management sans contact. Celui qui doit orienter les choses n'a pas forcément un contact immédiat, direct, constant avec ses équipes. C'est un management des données et de l'information qui est aussi important que le management des personnes. Et souvent, c'est parce qu'il y a une maîtrise particulière de ce que signifie la masse des données et de cette information que le coaching, finalement, des équipes peut s'opérer. Et puis, on gère véritablement, on génère en tant que manager, c'est ce qu'ils m'ont dit, de la dynamique. Ce n'est pas tant des processus, ce n'est pas tant des procédures, mais c'est véritablement une dynamique qui permet de promouvoir les interdépendances. Et c'est ce mouvement qui est en train d'apparaître sur notre territoire, comme sur bien d'autres. Et il m'a semblé intéressant que vous, les professionnels de la formation, je puisse vous le présenter avec tous les questionnements, avec toutes les situations work in progress que cela suggère, évidemment, beaucoup plus de questions, d'intérêt que de réponses toutes faites et toutes formatées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être quelques questions pour lancer la discussion. Sur la notion d'adéquation et donc finalement l'articulation entre la formation et l'emploi, est-ce que ceux qui portent cette logique d'adéquation aujourd'hui, ce n'est pas plutôt les régions d'abord, puisque les régions ont en charge justement la planification, ce n'est plus le cas de l'État en réalité, et d'autre part, elles ont à faire le lien entre différentes compétences, c'est-à-dire formation, emploi et développement économique. Donc est-ce qu'il n'y a pas une tentation, je dirais à tout le moins assez forte, pour des régions de rentrer dans cette logique dite d'adéquation et donc d'exercer une pression assez forte sur les différents organismes de formation pour qu'ils y soient. Je ne me prononce pas sur savoir si c'est bien ou pas bien, c'est plutôt sur pourquoi et comment éventuellement certains acteurs rentrent dans cette logique. La deuxième question qui me semble liée à celle-ci, est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction dans le dispositif à la française assez profonde, qui est qu'on a beaucoup de diplômes d'enseignement professionnel, et relativement étroits pour certains. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir des diplômes étroits, alors que par ailleurs, les mêmes acteurs nous disent que de toute façon, il faudra changer d'emploi et de famille, éventuellement même de famille d'emploi, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre maintenir finalement des dispositifs de certification relativement étroits dans l'enseignement professionnel, on a encore quand même beaucoup de CAP, par exemple, on a 87 bacs pro, certains diraient c'est pas beaucoup, mais enfin c'est déjà pas mal, on a encore 150 CAP, on a beaucoup de BTS, bon, donc on est assez fourni. Et je rebondis sur ce que disait donc M. Navez.
finalement, est-ce que, pour être plus clair, il ne faudrait pas aller vers des diplômes carrément beaucoup plus larges et laisser aux branches et aux entreprises le soin d'organiser par elles-mêmes, avec des CQP ou autres, le soin d'organiser leur formation professionnelle. Et je poursuis en passant la Manche. En Angleterre, on a beaucoup de mal à comprendre, par exemple, la professionnalisation de l'enseignement supérieur à la française. C'est complètement contradictoire avec la vision libérale des origines, qui est de dire l'université n'a pas à délivrer des compétences pointues, au contraire, elle doit délivrer des compétences larges en termes de méthode, de capacité d'initiative, de capacité de synthèse. C'est aux entreprises, après, de produire les compétences plus précises qui seront adaptées d'une manière fine à leurs besoins, et elles le feront d'autant mieux qu'elles sont bien placées pour déterminer quels sont à court terme, à court moyen terme, leurs besoins, et plutôt à l'université, et donc derrière ça aux organismes de formation, le soin d'apporter des capacités de réactivité, des capacités d'initiative, et ça fait le lien d'ailleurs avec ce que M. Millet nous a dit, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il pousse dans ce sens-là. C'est-à-dire les compétences qui sont mises en avant, c'est de l'aptitude à coopérer, de l'aptitude à synthétiser, l'aptitude à partir d'une synthèse d'en déduire des projets, des plans d'action. Et ceci, ça peut s'apprendre dans le cadre d'une formation générale. Et renvoyer la spécification après des modes d'application de ces compétences à la responsabilité d'autres acteurs et plus proches du champ économique. Alors bon, je suis un peu à la provocation en disant cela, mais c'était une manière de lancer la discussion et peut-être de rebondir sur cette notion d'adéquation qui est quand même une construction publique d'abord. Je ne vais pas trop me prononcer sur les régions, je pense que Vasile saura mieux répondre. Moi, je veux réagir un peu sur la question des diplômes. Trop étroits, on en a trop, voilà. Ce qui est très difficile, c'est que quand on parle d'un diplôme, enfin, c'est la question derrière l'uniformité du mot, la différence des choses. Les CAP, il y en a beaucoup et faut aller les voir comment ils sont construits dans les CCP. Et il faut regarder comment ils ont bougé historiquement. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils ont pu être très, très resserrés sur des spécialités, un métier très, très singulier. Et puis, à d'autres moments, on les a pensés plus larges. À certains moments, on a créé le BEP justement pour faire quelque chose qui était plus large, et au fait de compte, lequel qui a survécu, c'est le CAP, le BEP est mort. Donc c'est très compliqué. Suivant les moments historiques, le CAP n'a pas nécessairement la même chose. Et en même temps, il faut regarder d'où on le lit, ce diplôme-là. Si vous allez dans l'artisanat, voir les artisans, là où notamment dans les secteurs où le CAP a encore un sens, pour eux, vous leur dites que le CAP c'est étroit, il faut regarder avec des grands yeux, parce que non, c'est le métier. C'est la totalité du métier, le CAP. Le CAP, c'est le métier. Donc, ce n'est pas du tout étroit un métier. Donc, c'est compliqué à répondre à cette question. Alors, c'est peut-être plus simple de répondre à la question. Non, ce n'est pas facile de répondre aux questions. Mais trop de diplômes. La France distribue chaque année un peu plus de 2 millions de diplômes. Voilà. Tous les ans, on distribue 2 millions de diplômes. Si on compte tous les diplômes. Voilà. Alors effectivement, on peut dire c'est trop, c'est pas assez. Je pense que la difficulté, pour moi, il ne faut pas la traduire en trop ou pas assez. Il faut la traduire sur une difficulté qui me semble assez singulière à la France et à l'histoire de la France et des politiques publiques en matière de formation. C'est que quand on croit qu'il y a un problème en France, on a tendance à créer un nouveau diplôme et à raisonner en termes de niveau. On est très très marqué par les niveaux de diplôme et par la hiérarchisation des niveaux de diplôme. Et c'est par exemple la politique ça a été rappelé, des 80% au bac, des 50% niveau L, enfin voilà, on fixe. Depuis la réforme Berthoin de 59, on a arrêté de définir les politiques éducatives en France en termes d'âge. Jusque-là, c'était, pour élever le niveau de formation, on élevait l'âge obligatoire. Et à partir de là, on a basculé dans des politiques éducatives qui sont définies en termes d'objectifs d'une génération à tel niveau de diplôme. Donc on est vraiment dans une logique très, très, très singulière, et qu'on ne retrouve pas nécessairement de d'autres pays. Alors, je ne veux pas parler de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, parce que moi, mon dada, c'est la Suisse, mais si on prend la Suisse, c'est plus petit, c'est plus modeste, mais la Suisse, il n'y a qu'un seul diplôme pour toute la formation professionnelle inférieure ou égale au bac, pour dire vite, c'est le CPC. Il y a quelques attestations qui viennent de créer, il y a une maturité professionnelle. Non, mais
qui viennent de créer. Tout ça, c'est la dernière réforme de 2004. Mais jusque-là, il y avait un seul diplôme, qui était le CFC, pour tout l'ensemble des branches. Voilà. Simplement, peut-être, puisque c'était la première question, mais je ne vais pas être longue, sur cette question de l'adéquation, effectivement, au moment de la réalisation de l'enquête auprès des personnes qui travaillent dans les observatoires, ce qui m'a marqué, c'est que paradoxalement, la question d'une adéquation entre emploi et formation était peut-être devenue une forme de tabou, renvoyé systématiquement à une situation passée et renvoyant à un mode d'articulation entre les deux très particulier et avec une articulation très étroite par secteur d'un nombre d'emplois et d'un nombre de formations. Mais en ayant cette attitude de renvoi vers le passé de cette adéquation, peut-être que ça limitait les capacités de penser la diversité des manières d'articuler l'emploi et la formation, diversité liée au statut des acteurs, à leur institution de rattachement, mais aussi à leur territoire, aux périodes dans l'histoire. C'est pas quelque chose de linéaire. Je suis tout à fait d'accord aussi. La région, effectivement, du coup, si on quitte le champ des observateurs pour passer plutôt du côté des acteurs et des acteurs politiques, du fait de ces contraintes et de ces objectifs, peut avoir directement tendance, elle est amenée forcément à articuler formation, emploi, développement économique, mais c'est pas la seule. Je n'ai pas trop eu le temps d'en parler, mais une institution comme le Grand Lyon, par exemple, pour ne parler que de Rhône-Alpes et même de Lyon, développe de plus en plus d'initiatives et à l'évidence, c'est tout à fait cohérent avec ces politiques, va articuler d'un côté des politiques de développement économique qui, sur ce territoire-là, visent plutôt à garder une diversité des domaines d'action tout en ciblant sur des pôles de compétitivité, l'articuler à un questionnement sur les besoins en termes de formation. Donc il y a un grand nombre d'acteurs qui, du fait de leurs compétences et des actions qu'ils ont à mener, vont travailler cette articulation de manière différente, me semble-t-il. Peut-être sur les régions, effectivement, la région est complètement dans son rôle quand elle est chargée et s'investit sur la définition d'une offre de formation et elle a besoin de produire un certain nombre de chiffres pour garantir le maximum d'emplois aux habitants de sa région, etc., et satisfaire les besoins des activités économiques qui s'organisent dans cette région. Bon, ce qui est important, c'est que si on ne remet pas, bien évidemment, en cause ce rôle primordial, ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins et donc c'est important que des branches professionnelles, même petites, expriment leurs besoins, recensent leurs besoins et soient suffisamment futées pour intéresser les pouvoirs publics à soutenir une offre de formation qui satisfasse des besoins de petits secteurs, en l'occurrence industriels, si je prends notre exemple, mais ça pourrait se répéter sur d'autres branches professionnelles. Je crois qu'à chaque fois, quand on arrive avec des arguments bien étayés, bien construits, qui s'appuient sur des référentiels, etc., on arrive à intéresser les régions à continuer de nous soutenir, même si la logique du chiffre est toujours là. Et que moi aussi, de temps en temps, quand je vois certains chiffres et maintenant d'établissements de formation qui préparent à nos métiers, je leur dis, écoutez, il faudrait peut-être mieux envisager de fermer la section et faire autre chose, plutôt que de maintenir des effectifs trop faibles, parce que trop coûteux aussi. Ensuite, vous questionnez sur effectivement le rôle du système éducatif et la place de l'entreprise pour accompagner la formation d'individus. Je crois que, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quand même bien de répéter de temps en temps des vérités. La formation d'un individu à son insertion professionnelle, c'est d'abord sa première responsabilité, c'est lui qui doit être acteur de son devenir professionnel, donc il faut l'aider à grandir pour cela. Pour ce faire, le système éducatif est bien organisé, avec un niveau de responsabilité au niveau de nos établissements d'enseignement initial d'ouverture, d'apporter des connaissances fondamentales, etc. Bien évidemment, la famille joue son rôle, je le souligne aussi parce que c'est important d'avoir aussi ce soutien interne pour continuer d'intéresser les jeunes à suivre leur parcours de formation jusqu'au bout. Et puis l'entreprise, bien sûr, a son mot à dire, mais il faut quand même bien être d'accord sur le métier de l'entreprise, c'est de produire. Dans son domaine d'activité, ce n'est pas celui de former. La formation
n'intervient que dans un deuxième temps, comme je le disais tout à l'heure, pour accompagner un projet d'entreprise, un projet de développement d'entreprise, pour que celle-ci soit encore plus performante. Donc je crois que c'est bien la réunion de ces acteurs-là, la mobilisation de ces acteurs-là qui fait que voilà, chacun est à sa place pour conduire un développement professionnel et permettre à un individu voilà, de grandir tout au long de sa carrière professionnelle et d'accepter de continuer de le faire même quand il est passé sur une deuxième partie de carrière. Ce qui là encore est loin d'être évident. Oui, vous avez compris qu'effectivement, j'ai voulu insister sur la perception que l'on peut avoir sur la manière avec laquelle se noue le désir de métier. Il faut aussi parler, évidemment, des générations qui sont en formation, et c'est cela qui est en jeu. Et évidemment, cette manière, malheureusement, n'est pas forcément rationnelle, hein, et qu'elle est d'abord faite d'images sans doute qui sont projetées dans l'environnement, mais quand je m'occupais de la formation et d'apprentissage, ce qui m'avait frappé quand on avait interrogé, on avait à peu près 4000 contrats d'apprentissage par an dont on s'occupait, et quand on interrogeait les jeunes qui rentraient en apprentissage, on leur demandait mais qu'est-ce qui fait que vous avez choisi telle ou telle voie ? La première raison de leur choix, c'était les séries télévisées. La deuxième raison de leur choix, c'était les pairs PAIRS. La troisième raison, vous l'avez dit, c'est la famille qui joue un rôle important. Et éventuellement, mais très très loin, la question d'une vision un tant soit peu raisonnée du marché du travail. Donc c'est une question, moi je trouve, qui nous interpelle. Enfin bon voilà, les entreprises, en tout cas de notre côté, je pense tous les acteurs ici présents et ailleurs, c'est ça, c'est comment se noue le désir de formation et comment on peut, un tant soit peu, donner un petit éclairage sur cette manière avec laquelle les choses se font. Voilà. Dans le temps qui nous reste, on élargit la discussion. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait 7 ans entre la conception d'une formation et sa mise en œuvre. Mais en fait, au bout de 7 ans, par l'évolution rapide des marchés, c'est très très long. Est-ce que les formations ne risquent pas d'être trop décalées au bout de 7 ans ? Si on regarde aujourd'hui dans le numérique, quels seront les métiers dans 5 ans ? On n'est pas forcément capable de le dire. Vous avez tout résumé, c'est-à-dire l'impuissance de ces grandes institutions comme les CPC à véritablement être dans l'actualité de l'évolution d'un secteur professionnel. Le temps de réaction est beaucoup trop long, si vous voulez. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, à ceux qui ont en charge l'écriture de ces référentiels, et notamment des équipes pédagogiques et puis l'implication des professions, d'être suffisamment imaginatif pour convaincre tout le monde qu'il faut certainement élargir le cercle, la sphère des compétences qui sont demandées aux jeunes et aux futurs diplômés, et puis construire un référentiel qui aura encore une durée de vie de 10 ans. Donc on fait vraiment de la prospective, on fait vraiment l'anticipation, d'où les études en amont qui nous aident beaucoup, mais ont quand même un sentiment d'insatisfaction en se disant que oui, ça va tellement vite aujourd'hui les évolutions des compétences que ça devient extrêmement compliqué de concevoir un diplôme. Donc il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il puisse évoluer rapidement, et puis il faut aussi que les équipes pédagogiques qui mettront en œuvre ce diplôme soient suffisamment au fait de l'actualité pour le faire vivre et garantir une bonne formation, une bonne employabilité des jeunes qui sortiront. Mais c'est toujours trop long, oui. D'où l'intérêt donc des formations larges qui ont été abordées tout à l'heure. Mais dans ce cas, il y a quand même un problème sur les savoir-être. Moi, j'interviens en économie-gestion, notamment avec les bacs pro, et c'est sur les savoir-être qu'il y a des problèmes, notamment même quand ils sont en stage. On a de plus en plus de stages cassés et compagnie. Donc, en fait, il faut peut-être aussi intervenir avec eux beaucoup plus tôt, avant la formation professionnelle, dès la petite école. Ça, c'est plus général.
Je vais juste dire un mot quand même pour défendre les CPC, enfin pas pour les défendre, mais je suis tout à fait d'accord sur les délais. Ça n'est pas que le problème des CPC, c'est que, ça a été dit d'ailleurs, les branches ont elles-mêmes parfois des difficultés, ou les entreprises, à savoir quelles sont les qualifications dont on aura besoin dans 2 ans, 3 ans. Alors encore plus, la démonstration de M. Millet était... sur ça, ce qu'il nous a proposé là des métiers, on voit bien, c'est très très difficile de pouvoir anticiper. C'est en cela aussi que l'idée d'adéquation est une idéologie. Elle présuppose que les entreprises peuvent anticiper, c'est très compliqué. Elle présuppose que l'État, quand on lui dit qu'il va y avoir un problème, réagit. Ça aussi, ça se discute. Il suffit de voir les problèmes des médecins en France. Voilà. Et ça présuppose que l'individu, la question de la rationalité qui était posée tout à l'heure et du désir, l'individu ne serait mu effectivement que par la question de trouver la meilleure place, le meilleur emploi. Voilà. Tout ça, ça ne marche pas. Rien ne marche. Non, mais c'est pas pour dire qu'il ne faut rien faire, mais les individus, c'est des configurations complexes, et donc il ne peut pas y avoir de réponse simple. Oui, question à M. Navez. Peut-on intervenir très rapidement au niveau des CPC lorsqu'il y a un besoin urgent aussi de changer ou du moins de modifier le référentiel, parce qu'on est toujours en retard au regard des exigences technologiques et de la pratique? Bon, absolument désolé de devoir critiquer le système. Ça bouge pas, ça avance pas, c'est très long. Tout est très long. Avant de pouvoir, voilà, toujours notre exemple, avant de pouvoir démarrer la révision d'un bac professionnel attendu par la profession, attendez, on avait créé un bac professionnel en 2002. Donc 2002, on a commencé effectivement à envisager déjà la suite de ce référentiel. Voilà, je vous dis, il nous aura fallu d'abord faire un rapport d'opportunité, une première séance, où on nous dit c'est très bien, mais est-ce que vous êtes sûr de votre propos? Ce qui est quand même hallucinant, c'est une profession qui dit voilà quels sont mes besoins, et on vous dit en séance est-ce que vous êtes sûr de vos propos? C'est un petit peu désagréable de s'entendre dire ce genre de choses, donc on s'impatiente, et puis à force de convaincre les gens, on arrive effectivement à conduire enfin la révision d'un diplôme. Mais on a déjà perdu 6 mois, parce qu'entre la première assemblée qui a commencé à dire est-ce que vous êtes sûr de votre propos, et la suivante qui va autoriser le lancement d'un groupe de travail là-dessus, on a perdu déjà du temps. Ensuite, l'écriture d'un référentiel, ça prend un petit peu de temps. Et comble du comble, s'agissant toujours d'une filière de formation, on cherche une cohérence, donc on crée un niveau bac professionnel, on imagine déjà le niveau BTS, on pourrait imaginer 2 groupes de travail qui travailleraient conjointement sur l'obtention, enfin la révision de ces 2 diplômes. Eh bien non, c'est pas possible parce qu'on n'a pas les budgets pour réunir les équipes, alors qu'on s'en fout de réunir les équipes, on peut très bien travailler à distance sans aucun problème et ça ne coûte pas d'argent, surtout qu'il y a des bonnes volontés pour ce faire, mais néanmoins, voilà, le système est ainsi organisé qu'il faut que toutes les étapes soient validées. Et ça, c'est rien que la partie, une profession exprime des besoins et demande l'autorisation d'engager des travaux, après il faut que la grande maison se mette en branle, et puis une fois que c'est fait, il y a tout le système de certification des différentes assemblées avant que éventuellement on puisse envisager sa mise en œuvre. Donc il y a un système qui est assez vérolé, et le poids et la force des branches professionnelles au sein des CPC est proche de 0. Voilà, on est vraiment consulté, c'est tout. Bon, c'est comme ça. Et on ne peut pas faire réagir et changer ce système par les moyens législatifs? Si, c'est évident, c'était créé en 1947, ça peut être changé, tout ce qui a été créé socialement peut être changé. Mais si je peux me permettre, moi les critiques des CPC sont justes, mais je crois que c'est justement parce que, moi je réinvite, je vais me taire parce que j'ai beaucoup causé, je réinvite à se reposer la question, ces CPC, c'est pour avoir des diplômes, et l'actualisation d'un diplôme est nécessaire. Il faut le faire dans le commerce actuellement, il faut rentrer le e-commerce, etc. Bon. Mais est-ce que l'actualisation d'un diplôme et le fait qu'il n'est pas actualisé ou qu'il faut 7 ans pour l'actualiser est absolument un handicap définitif pour que le jeune puisse être formé et rentrer sur le marché du travail? Je crois qu'il faut quand même poser cette question-là. Moi, je vais reprendre la nuance que j'ai dit tout à l'heure. Un diplôme, ça a une valeur prédictive. Ça dit que quelqu'un est apte à...
mais ça ne dit pas qu'il est capable. Ça veut dire qu'il y a un jeu entre ce qu'il a appris, les savoirs qu'il a, et la manière dont il va pouvoir les mettre en œuvre in situ, même s'il y a eu des stages, etc. Alors, dans ce jeu, il y a un temps d'adaptation, il peut y avoir des CQP complémentaires, oui, par exemple, mais il faut quitter l'idée que le diplôme créerait le salarié parfait, immédiatement au goût du jour, immédiatement efficace, etc. Voilà. Il y a du jeu. N'oubliez pas non plus que le diplôme correspond à des conventions collectives, donc à des salaires. Et s'ils ne sont pas, qualifiés, à ce moment-là, ils ne correspondent absolument pas au salaire, ni à leur qualification. Ça va poser des problèmes. Et ça pose déjà des problèmes dans certaines professions, dont la nôtre. Okay. Monsieur Faure-Clément. Alors, deux, trois éléments de réflexion concernant les CPC et cette problématique d'évolution des diplômes. Je crois qu'il y a trois facteurs qui peuvent expliquer un peu ces lourdeurs. D'abord, on est dans un contexte d'accélération du temps, d'accélération des nouvelles technologies et donc forcément des métiers. On a parlé d'émergence de métiers nouveaux, mais les métiers traditionnels, et on est bien placé pour l'avoir vécu à la SEPR, les métiers traditionnels évoluent très vite. Tous ont plus ou moins intégré l'informatique et les conséquences de l'informatique dans ces métiers. Et quand on met en parallèle le nombre de diplômes, on a dit qu'il y a un très grand nombre de diplômes, les CPC ne peuvent pas faire tout le temps, très vite. Ça me paraît relativement évident. Et il faut qu'en face, il y ait aussi des branches structurées. Dans le paysage français, toutes les branches ne sont pas comme celle qui est représentée ici, qui est la branche de l'imprimerie. Toutes ne sont pas comme la métallurgie, comme la plasturgie, la chimie, etc. On a quand même un très grand nombre de métiers qui relèvent de branches peu structurées et où effectivement l'appréhension des évolutions est beaucoup plus longue à se faire. Et ça, c'est aussi un élément qui est problématique sur ce thème. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a à la fois une branche structurée et qu'on a en face une éducation nationale qui est en capacité d'intégrer et d'analyser ces évolutions, ça peut aller très vite. Et justement, on a un bon exemple ici. Moi, j'ai quand même souvenir que dans le domaine de l'imprimerie, une certaine CPC a sorti un bac pro en moins de 2 ans que l'on a mis en place à la SEPR dans des délais absolument fabuleux. Bon, c'était il y a une petite vingtaine d'années, je crois, au moment où justement l'imprimerie était en plein bouleversement. Donc, c'est tout à fait faisable. Autre exemple de lourdeur, on a parlé des lourdeurs tout à l'heure dans les évolutions des référentiels. Prenons le cas de la photographie. C'est vrai qu'en photographie, on a mis un certain temps à se rendre compte, dans le référentiel, que l'on était passé progressivement et massivement de la photographie argentique à la photographie numérique. Pour autant, un établissement comme la SEPR, qui était quand même un peu au fait de ces évolutions, n'a pas attendu qu'il y ait un nouveau référentiel bien à jour avec une part de numérique pour s'équiper dans le numérique. Je pense qu'on a été un des tout premiers organismes de formation à s'équiper de DOLIF numérique à l'époque, et que très rapidement, on a pris en compte l'évolution de ces métiers. Donc, je crois qu'il faut effectivement tout relativiser, mais même s'il y a des lourdeurs, on ne peut pas effectivement accabler les CPC parce que le système, comme il est conçu aujourd'hui, ne permet pas, compte tenu de cette accélération du temps, de répondre dans des délais très rapides. Merci. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 questions. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on peut continuer, mais moi, il n'y a pas de problème. Je crois que le problème qu'on soulève ici, des nouveaux bac pro, il faut peut-être aussi se poser le problème de la pertinence du bac pro. Parce qu'on est passé d'un système de 4 années d'études à 3 années d'études. Et justement, l'accélération des changements nécessite d'avoir un socle plus costaud pour pouvoir faire l'apprentissage nécessaire des nouvelles technologies
qui ne sont pas toujours tombés comme ça du ciel, mais qui reposent, qui font toujours appel à des connaissances précédentes. Or, il me semble que une des caractéristiques des bacs pro d'aujourd'hui, c'est justement la diminution de la culture générale. Et c'est difficile de l'appréhender parce que si on se fie aux résultats observés de réussite aux examens, on est toujours 80%, 70%, enfin toujours des résultats qui sont tout à fait honorables. Mais quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que ces examens sont de plus en plus obtenus avec les contrôles continus de formation. Et les contrôles continus de formation masquent le fait qu'on fait ou on ne fait pas le programme. Et il me semble, il y a une tendance de plus en plus lourde à ce que les programmes soient de moins en moins effectués. Et donc, cet ensemble contribue effectivement, à terme, à poser ce problème d'adaptation rapide. Pas seulement en termes de définition par CPC, mais également sur les capacités des apprenants à intégrer donc, les changements rapides. Merci. On va prendre plusieurs questions, puis, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, juste, et vous répondrez je m'élève en faux, mais ça ne surprendra pas M. Marchandiot. Le CCF ne brade pas les diplômes, notamment sur l'apprentissage. Au début du CCF, dans l'Académie de Lyon, il y a eu une étude de fait sur les taux de réussite des diplômes acquis en apprentissage, en CCF et ceux acquis en ponctuel. Je rappelle aussi que même dans le cadre d'un diplôme ponctuel, on évalue les compétences et les connaissances par prélèvement. On n'évalue jamais la totalité d'un contenu. Ce que je voulais dire, c'est que revenir sur l'idée de diplôme, autrefois on faisait une carrière complète avec son CAP. Aujourd'hui, c'est probablement toujours le cas, même si c'est plutôt le bac pro ou plutôt le BTS qui est le diplôme d'entrée. On est propriétaire de son diplôme toute sa vie, et tant qu'on reste dans ce métier, le diplôme reste sur le CV et reste une des clés d'entrée à l'emploi et probablement à la rémunération. Alors, on voit bien aussi que les jeunes diplômés trouvent plus facilement un emploi statistiquement que les jeunes non diplômés. Donc, à mon avis, il faut qu'on garde ce système de diplôme, même si on le fait évoluer. Après, le problème, à mon avis, c'est plus un problème de compétences. Et on va partir d'un... Aujourd'hui, les formateurs, un formateur de maths en CFA est recruté Master 2. Point barre. Est-ce qu'il a la compétence pour enseigner? Est-ce qu'il a la compétence pédagogique simplement parce qu'il a son Master 2 de maths ou de sciences? Et pourtant, c'est le diplôme qui lui permet d'entrer dans ce poste-là. Sur l'enseignement professionnel, bien sûr, on peut dire tout ce qu'on veut des CPC. Bien sûr, c'est trop long. Bien sûr, il peut y avoir une mainmise de l'éducation nationale qui bride un peu les professions. Oui, les professions peuvent être représentées, je pense à une branche en particulier, plutôt par des retraités que par des actifs, ce qui fait qu'on n'a pas toujours une réécriture très moderne du référentiel. Mais de toute façon, il faut bien qu'on fasse avec. C'est ce système-là qu'on a. Et je pense que dans l'enseignement professionnel et dans les référentiels tels qu'ils sont aujourd'hui, on a à peu près tout ce qu'il faut. Ça s'appelle la compétence. Et si on va un peu plus loin et si on forme les jeunes à agir avec compétence, c'est ce qui était dit ce matin. C'était l'idée de dire que le jeune, on doit le former à l'emploi tout de suite, mais aussi on doit le former à évoluer avec les évolutions de son métier. Je rejoins ce que disait Gérard Faure-Clément tout à l'heure. On ne peut pas rester figé. Mais si on travaille sur agir avec compétence,
et le savoir-être fait partie de la compétence, je pense que là, on peut avoir un glissement, si vous voulez, entre deux référentiels. Eh bien, on peut déjà préparer et anticiper le suivant. Et puis, très rapidement, le BTS esthétique, par exemple, qui vient d'être rénové, c'était avant un super bac pro ou un super BP, ben aujourd'hui, c'est un autre métier, c'est-à-dire qu'on ne va plus travailler sur les compétences en salon, mais on va davantage travailler sur le marketing, sur la gestion, sur le management, même si ça s'appelle toujours esthétique. Donc ça arrive vite et il faut que les outils de formation, eux aussi, ils s'adaptent très très vite. Oui, oui, madame. Oui, je voulais donner un peu le point de vue de l'entreprise, puisque je suis responsable des ressources humaines dans une entreprise de joaillerie. Concernant le diplôme, c'est la porte d'entrée sur le CV, ça c'est très clair. Mais dans l'entreprise aussi, c'est une reconnaissance par ses pairs. Donc il y a cette notion qui est importante. On a chez nous des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience dans le métier, qui n'ont pas le CAP, par exemple, du bijoutier. Et ça pose un problème en termes de grille de rémunération. C'est-à-dire que ces gens-là sont nettement moins payés que les autres puisqu'ils sont à moins 18%. Donc comme quoi la valeur du diplôme est importante dans le cadre de l'entreprise. Après, en termes de réactivité, avec notre branche de la bijouterie-joaillerie, en 12 mois, on a mis en place des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle sur 4 métiers qui nous font défaut. Ces CQP vont sortir en septembre 2014. Donc on a mis une année pour les monter, ce qui a été assez court, puisqu'on est en pénurie sur certains métiers. En termes, par exemple, le métier de bijoutier à terme n'existera plus. Pour devenir sur un métier beaucoup plus, en termes de compétences plus élevées, c'est le métier de joaillier. Donc là, on attend aussi des évolutions avec les centres de formation. Et il y a un métier qui a complètement disparu, c'est le métier de polisseur en bijouterie. Et donc là, on est obligé de passer par la formation interne. On a donc une formatrice en polissage, mais par contre, ça a ses limites, parce que cette formatrice, en fait, elle est classée dans les improductifs, donc le reste, ça ne fait pas spécialement plaisir au contrôle de gestion, ni aux financiers, et qui plus est, elle n'a pas forcément les compétences pédagogiques pour transmettre correctement son savoir. Et le dernier point, c'est que ça peut être assez enfermant en termes de compétences, c'est-à-dire qu'acquérir des compétences uniquement dans le cadre de l'entreprise, ok, on formate les gens sur ce qu'on veut, mais par contre, on se passe de toute la richesse extérieure que peut apporter une formation. D'où l'importance d'acquérir des diplômes ailleurs et de s'enrichir soit dans les branches professionnelles, soit dans le circuit classique de l'éducation nationale, mais idéalement, c'est de travailler sur les deux leviers, je dirais. Oui, moi je voudrais pas revenir sur les lourdeurs administratives de la CPC, mais je voudrais simplement faire 2 observations là-dessus avant de poser une question. Les 2 observations, c'est que les lourdeurs administratives, elles se bousculent. On l'a vu dans l'expérience avec ce que vient de nous expliquer Fort Clément. Mais on se souvient que le ministère a décidé de passer le bac pro de 4 ans en 3 ans, et ça s'est fait comme ça en 2 coups de cuillère à peau, hein. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 heures non plus. Quand on veut bousculer, on peut bousculer. Alors, j'en viens maintenant à une interrogation sur les développements de la formation au niveau régional, ou la prise de responsabilité plus large au niveau des régions. Moi, je m'interroge par rapport à une profession comme la nôtre. Et il y en a d'autres, l'imprimerie, et il y en a d'autres de cette taille, voire même de plus petite taille. Est-ce qu'on peut se passer d'une réflexion nationale de branche pour mettre en place une formation des ouvriers de cette branche et laisser uniquement les régions décider pour ça? Je crois que c'est difficile. Merci. Je suggère que la table ronde fonctionne. Bon, donc pour l'imprimerie, je ne peux pas dire le contraire. Étant responsable d'une politique nationale, c'est celle-ci qui donne les orientations générales et qui ensuite peuvent être déclinées en région en fonction des réalités régionales, du poids économique des régions, enfin de ce que représente le secteur dans la région, puis aussi des relations qu'on peut avoir avec les administrations qui sont, je le disais tout à l'heure, plus ou moins qui sont bonnes à partir du moment où on sait expliquer notre besoin et où on est entendu en face avec des interlocuteurs régions. Je crois que voilà, c'est la meilleure façon de,
à partir d'orientations clés, de décliner la mise en œuvre en région et s'assurer que voilà, on est capable de capitaliser sur des outils de formation qui mettent en œuvre formation initiale, apprentissage, formation continue dans un ensemble extrêmement cohérent, ce qui permet d'être cohérent en termes de communication, cohérent en termes de promotion, cohérent en termes d'outils pédagogiques et cohérent enfin en termes de parcours professionnel tout au long d'une vie professionnelle. Sur l'idée qui a été évoquée d'un CQP qui soit le moyen finalement de la réactivité de la part d'une branche plutôt que le passage par une CPC. Excusez-moi d'avoir cité le nom des CPC, la lourdeur, enfin les 7 ans qu'il faut pour qu'un diplôme soit opérationnel. Il y a quand même 3 ans qu'il faut retirer, je tiens à le dire. Donc, mais le CQP est certainement une réponse extrêmement souple que maîtrise complètement une profession pour dire quel est le besoin complémentaire au diplôme. Et là, on est très bon parce qu'on est capable, enfin les branches professionnelles, vous l'avez dit madame, sont capables de mettre en œuvre des CQP en peu de temps et ensuite d'inscrire ceci au répertoire national de la certification professionnelle. Donc on a fait la boucle et on a une offre de formation beaucoup plus facile et souple à mettre en œuvre. Oui, je vais continuer, pas sur les CPC, sur les CQP, pour dire que, oui, moi je comprends tout à fait l'usage des CQP par une branche, ça me paraît très juste et pour des spécialisations. Il faut faire attention, mais ce n'est pas du tout ce qui a été dit pour la bijouterie, ce n'est pas du tout ce qui a été dit pour l'imprimerie, donc je m'en raville. Il faut faire attention que les CQP ne finissent pas par se substituer au diplôme, parce qu'ils ont une dimension très professionnalisante, et ils n'ont pas, contrairement au diplôme, y compris au diplôme de l'enseignement professionnel, cette âme, je vais dire, de la formation générale, de la culture générale, qui contribue à faire le citoyen. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, des choses qui marchent ensemble. Le diplôme est la clé d'entrée, et après, c'est effectivement des CQP par rapport à des savoirs qui peuvent disparaître, sinon, parce que souvent le CAP a été rayé de la carte en haut. Oui, j'étais très intéressé par voir qu'effectivement le diplôme avait différentes manières et différentes approches, que ce soit au travers des conventions collectives et des salaires, que ce soit au niveau d'une carrière ou de la reconnaissance par les pairs, comme l'a dit madame. Une des questions qu'on peut se poser, toujours dans la droite ligne de ce que j'ai présenté, c'est la question du diplôme. Qu'est-ce que valide le diplôme in fine par rapport toujours à la question de l'emploi futur? Alors, une expertise, un savoir, un savoir-faire, peut-être tout ça à la fois, mais peut-être moins une aptitude au travail en équipe, peut-être moins une faculté d'autonomie, peut-être moins le sens de la relation client, toutes choses qui vont s'incarner au moment de la prise de fonction. Donc, c'est cette question-là aussi que je me pose à cet instant. Et vous n'avez pas d'expérience probante à évoquer sur la bonne manière de construire ces fameuses compétences? Disons qu'on a des bribes. C'est difficile ensuite, à cet instant, en quelques mots, de reprendre toutes ces bribes pour essayer de donner un sens à une démarche. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché du travail, c'est qu'effectivement, la première série que j'ai indiquée sur ce que valide le diplôme est aussi importante, voire plus importante que la seconde série. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être achever là cette table ronde en espérant qu'elle aura éclairé nos amis de la SEPR. Non, il y a encore une question rentrée. Alors, une dernière. Bon, excusez-moi d'intervenir un peu tard. Je m'interrogeais sur la construction de l'objet formation, finalement, qui apparaît autant un mélange d'apprentissages divers et de régulation. Donc, parmi ces régulations, on va trouver celle d'une économie des compétences, finalement, pour le développement économique, notamment territorial. On va trouver également une régulation du marché du travail et de l'insertion professionnelle, des relations professionnelles et des identités professionnelles. Donc, tout un tas de constructions que la formation permet de construire. Dans le cadre de la régionalisation, avec le changement des échelles de politique publique, on est passé en 50 ans d'articulation locale-nationale à une articulation région-Europe. Finalement, donc, on a tout un tas de dispositifs, de normes, de certifications, la pratique du benchmarking également, qui permet justement de complexifier un objet, mais également de le rendre plus compréhensible à une échelle un peu plus importante, comme par exemple celle de l'Europe ou à l'échelle globale. Donc, dans le cadre de la région, de la décentralisation
tant en affectation de moyens que dans le fait de procurer une autonomie aux acteurs territoriaux. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver actuellement au niveau économique par les pôles de compétitivité. Donc l'objet formation, finalement, on va donner une place dans un système aux acteurs économiques. Et je me posais la question justement sur ces acteurs économiques, finalement. En 50 ans, là encore, on est passé d'implication individuelle à une implication beaucoup plus institutionnelle, notamment par le biais des chambres syndicales. Et finalement, si cet aspect de régulation apparaît un petit peu trop sur les politiques publiques, est-ce que finalement on ne va pas perdre un peu le sens des apprentissages et finalement, dans le but du développement économique, on ne va peut-être pas passer à côté parfois de l'essentiel? Qu'est-ce que ça suggère aux membres de la table ronde comme réaction? C'était une réflexion sur l'évolution de l'objet formation, objet de négociation multiples, multi-échelles, multi-niveaux, multi-acteurs. Aucune. On peut dire oui, enfin, je crois que c'est important pour une organisation professionnelle d'être le reflet de l'expression des besoins des entreprises et à tous les niveaux possibles. C'est extrêmement difficile à faire puisqu'en définitive, c'est vrai que l'action collective aujourd'hui est difficile à mener auprès des entreprises, donc il faut fédérer celles-ci au travers de thèmes qui les intéressent. La formation, heureusement, fait partie. Il faut arriver à faire la synthèse de leurs besoins en région pour, dans les territoires, proposer des solutions aux instances régionales. Et puis, on doit refaire le même travail au niveau national. C'est une synthèse de tout ça. Alors, dans quel sens on prend les choses? Moi, j'ai envie de dire, puisque je représente une profession, c'est que globalement, les besoins d'une profession sont recensés au niveau national, sont organisés et structurés au niveau national, sont déclinés dans les régions. Après, il faut qu'on ait des relais en région qui s'emparent de la problématique et qui aient négocié avec les interlocuteurs que sont les régions sur les modalités de mise en œuvre et de ces actions de formation. Ça se passe au niveau de la formation initiale, ça se passe au niveau des actions collectives qu'on peut conduire avec les entreprises sur le terrain, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction de la réalité des entreprises, comment on arrive à les faire travailler ensemble, à exprimer des besoins, des occasions de travailler ensemble, et puis ensuite, éventuellement derrière, de décliner une offre de formation qui vienne servir ce besoin d'action collective. Donc on est bien sur une logique voilà, à partir d'orientations générales, de s'adapter aux réalités d'une région et de mettre en œuvre de façon très pragmatique un outil, une réponse adaptée. Bon, toutes les professions ne peuvent pas le faire, ça demande énormément de travail, une très grande connaissance du terrain, ce qui n'est pas toujours facile à voir. Quand on a la chance d'avoir des relais en région, les professionnels en région, c'est beaucoup plus simple, mais bon, c'est difficile de l'avoir de façon équitable et dans toutes les régions. On le voit bien en fonction de la présence ou pas de ces relais régionaux, c'est plus ou moins dynamique, c'est sûr. Merci. Je crois que c'est une question importante, hein, la qualité de l'action collective dans le domaine de la formation, parce que pour avoir travaillé sur la décentralisation, c'est vrai qu'il y a un sérieux problème de structuration des acteurs collectifs. Quand je menais des entretiens avec des membres de la commission paritaire emploi-formation de l'hôtellerie en région PACA, comme une grande région pour ce qui est de l'hôtellerie-restauration, et que j'avais en face de moi des retraités qui représentaient la branche, bon, vous dites que là, effectivement, c'est très bien, les retraités, ils ont du temps, de la disponibilité, mais néanmoins, c'est un peu problématique quand c'est systématiquement des retraités. Quand, d'une autre manière, on voit se développer des écheveaux de contractualisation entre l'État, les branches, les régions, maintenant peut-être, je ne sais pas, le Grand Lyon, etc., etc. Donc une multiplicité d'opérations cognitives et procédurales assez lourdes, et qu'en face, les acteurs qui sont censés argumenter et s'engager dans ces contrats n'ont pas les capacités d'expertise pour véritablement développer un point de vue qui ne soit autre que celui du copier-coller de ce qui a été fait et ailleurs à un autre échelon. Là aussi, ça donne à penser sur la nature des engagements réels qui sont souscrits. Et on peut avoir quelques inquiétudes sur effectivement ce que ça produit au final comme mode de régulation du marché du travail. Donc je trouve que c'est une question véritablement importante parce que, et là encore, on retrouve la question de la balkanisation de la formation, c'est-à-dire que plus vous avez des formations pointues,
et que vous devez suivre d'une manière instrumentée depuis la conception de ces diplômes jusqu'à leur mise en œuvre sur le terrain et le suivi de la qualité, par exemple, de l'alternance, si vous n'avez pas les personnes qui le font, pour assurer la chaîne de qualité au bénéfice tant des entreprises que des salariés, eh bien les risques que ceci débouche sur finalement des déceptions pour les uns et les autres est quand même relativement forte, et c'est parfois ce qui se produit. Et donc là encore, ça pose la question de la capacité collective à, je dirais, gérer, entretenir, développer un système qui a beaucoup de diplômes dans le cadre d'une régulation multiniveau. Il faut être très fort en termes d'acteurs collectifs. Je ne suis pas sûr que ce soit la spécialité française la plus aboutie quand on compare à d'autres pays. Juste sur cette question, si j'ai bien compris votre remarque, je me demande s'il ne faudrait pas être un petit peu plus prudent, et je ne suis pas si sûre que l'augmentation de... J'entends tout ce qui vient d'être dit et je le partage, hein, mais en montant en généralité, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de régulation par différents échelons, etc., interdit ou limite la prise en compte des besoins des entreprises? Je ne suis pas si sûre que ça se fasse de manière aussi automatique, dans le sens où vous avez mentionné le fait qu'il y avait un grand nombre de niveaux, et puis les chambres syndicales, donc les représentants patronaux par exemple, qui jouaient un rôle de plus en plus important, mais il n'y a pas forcément une rupture entre les patrons et leurs représentants, loin s'en faut. Ensuite, il y a aussi des cas ponctuels, on l'a vu alors, pour le coup à travers l'exemple de PACA, mais où il peut y avoir une forte régulation politique, mais qui va dans le sens de la prise en compte directe des besoins de certains représentants patronaux dans une configuration particulière, et alors même qu'il y a une régulation forte par les pouvoirs publics, donc ça arrive. Et puis, je pense qu'il y a aussi la nécessité de prendre en compte le fait que l'État, mais aussi à d'autres échelles, de manière peut-être moins directe, etc., mais les autres collectivités et les autres institutions publiques qui peuvent intervenir dans... aider à la structuration aussi. On a parlé à plusieurs reprises de la difficulté de certaines branches qui ne sont pas structurées. Les branches, historiquement, elles ne se sont pas structurées par elles-mêmes, c'est pas tombé du ciel, c'est pas venu... Enfin, voilà, donc il y a une ambiguïté entre le poids de la régulation publique et en même temps ce qu'elle permet aussi de structurer du côté des partenaires plus dans la sphère privée. Et si je monte encore en généralité, peut-être qu'on a un peu trop tendance, y compris moi, hein, à durcir, à rendre imperméable une frontière entre acteurs publics et privés, avec, même dans le domaine de la formation, ou peut-être tout particulièrement dans le domaine de la formation, des ambiguïtés. Pour n'en prendre qu'un que je connais un petit peu de l'intérieur, c'est celui de l'université. Et quelque part, on a parlé à plusieurs reprises du fait qu'il y avait aujourd'hui, hein, de plus en plus, dans un contexte de l'université, une offre de formation professionnelle avec des questions, avec des bacs pro qui n'arrivent plus à rentrer dans les universités, ou en tout cas qui valident plus les premières années, et puis après une offre de formation professionnelle qui vient au niveau bac plus 4, plus 5, etc., et qui là est très opérante, mais quelque part, je pense que ça nécessiterait de creuser un petit peu des questions qui sont de l'ordre du financement et de la nature des ressources dont disposent les universités, évidemment des acteurs publics qui reçoivent des orientations, etc., du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des structures qui ont besoin aujourd'hui de faire face à une pénurie de ressources importante et qui du coup sont un acteur sur un marché et qui vont essayer de trouver des ressources là où elles le peuvent aussi. Bien, merci. Donc, il y a une grande clôture. Je peux dire quelques mots de clôture depuis ma place ? Éventuellement, simplement pour remercier très chaleureusement tous les intervenants à nos travaux d'aujourd'hui, remercier également l'assistance. Nous avons eu aujourd'hui des échanges assez denses, très riches, et ils sont tout à fait de nature à éclairer notre action quotidienne d'opérateurs de formation qui, je rappelle quand même, je pense que personne ne l'a oublié, mais je rappelle quand même
la formulation du Haut Conseil de l'éducation, notre action au quotidien en tant qu'opérateur de la voie professionnelle, à laquelle obligation est faite de prendre en charge tous ceux à qui l'école n'est pas parvenue à donner les bases pour réussir, tant en termes de performance scolaire qu'en termes de comportement. Merci à tous pour vos contributions et pour cette journée passée ensemble. Je vous invite à nouveau à nous retrouver sur le campus professionnel Rocher-Feuillat le 27 février à 15h pour l'inauguration de nos nouveaux locaux. Merci beaucoup. Nous vous proposons de poursuivre ces échanges autour d'un cocktail qui est proposé dans la verrière.